Ça fait longtemps que j'avais envie de traiter de ce sujet, c'est-à-dire la rencontre entre la jeunesse, et qui est pour moi vraiment l'époque des premières fois, de la découverte et du monde et de soi-même, et de la tragédie, du deuil. Alors je sais que c'est un sujet rude, mais je trouvais que c'était intéressant de concilier ces deux énergies. Une énergie très noire qui est celle de la disparition, de la perte, et puis l'énergie, oui, de la jeunesse, l'appétit de vivre, la soif et de découvrir le monde et de se découvrir soi-même. Et donc c'est un film que j'ai fait maintenant parce que je pense qu'avant je m'en sentais pas capable. Il faut être très impliqué et en même temps avoir une forme d'éloignement par rapport à son film. Sinon on est mauvais juge. Si on a le nez qui est trop collé au sujet, qui est trop émotionnel, enfin voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai attendu d'avoir ce rapport-là. Chacun a sa place dans l'histoire et dans ce rapport à la perte des parents. Et chacun le vit de façon très très différente. Ça, c'était un enjeu qui était dès l'écriture. Il y a Jacques l'aîné qui est censé avoir la charge du plus jeune Mathis, qui est dans un rapport obsessionnel, tourné vers le passé. Et pour lui, il pense que la clé est de son ressenti, de son histoire, de l'histoire familiale et dans le passé de ses parents. Donc il est dans cette direction-là, dans cette quête-là. Il y a sa sœur, Lisa, elle fait quelque chose de beaucoup plus tranché. Elle tourne le dos à sa jeunesse, à cette histoire. Et à 17 ans, elle est dans ce désir de réinventer sa vie, de se réinventer. Donc elle est vraiment tournée vers le futur. Et puis, il y a Mathis, qui est l'enfant qui est censé être guidé, orienté, puis qui, de lui-même, trouve un autre chemin. Pour moi, Mathis, il est dans un rapport plus résilient avec toute cette histoire, parce il se répare, il se découvre, il se réinvente par la photographie. Il s'invente et il se découvre et il vit sa vie, sa nouvelle vie, via la photographie. C'est un champ de la réalisation que j'investis beaucoup. Et je choisis très précisément le moins de petits rôles et avec beaucoup d'attention. Et en ce qui concerne Kessimo Teclin, en fait, on y a pensé assez précocement avec mon producteur. C'est une idée qui nous est venue assez vite. Et puis Kessi, c'est un acteur qui a oui, une énergie, une fièvre qui est présente et qui est là. C'est un acteur qui s'investit beaucoup émotionnellement dans les rôles qu'il endosse. Et quand il a fallu choisir l'enfant, au début où on fait un casting familial, que ce soit des frères ou des sœurs, des parents, on a la tentation un peu d'aller vers les ressemblances physiques. Et donc je suis tombé sur Andrea, qui physiquement n'est pas forcément proche de Kessi, mais je pense qu'il partage une énergie, il partage oui, quelque chose une électricité. Et donc ce qui fait qu'on croit à leur fratrie. Mais c'est aussi le cas de Lisa, la sœur, qui est interprétée par Anna Maria Bortolomé. Et elle a quelque chose aussi d'énergique, ça part très très vite. Tiens Lisa, on a fait une liste pour que je me développe mieux ici. Ouais. Je m'engage à prendre Mathis Serti dit Titi au sérieux. À être attentif avec lui et donc à prendre en considération ses désirs, ses ressentis et donc ses sensations et leur expression. Ok, en échange, Mathis Serti s'engage à communiquer simplement, en disant simplement les choses, sans bouder ou faire la gueule sans qu'on y comprenne rien. C'est du sérieux, hein. Attention. Exactement. Et c'est Titi qui m'a tout dicté, moi j'ai rien fait. J'ai juste fait qu'écrire. J'ai signé là. Jacques et Maureen ont signé, faut que tu signes toi aussi. Ok. Parce que tu fais la gueule sans raison, toi, hein. On souhaitait avoir oui, une esthétique qui soit très marquée, très changeante. On avait aussi le souci, comme tu dis, qui est à la fois la marque parfois du réalisme pur et dur, et puis des envolées formelles très très fortes. La scène du rêve, on a mélangé énormément il y a des plans qui sont tournés de nuit, des plans qui sont tournés de jour, qui sont en fausse nuit. On a énormément travaillé à l'étalonnage. Il y a des plans qui sont truqués. Voilà, on a fait un espèce de mélange comme ça, qu'on a essayé de rendre le plus cohérent possible.
et le plus aventureux possible aussi. Et donc j'étais heureux de faire ça avec lui. Je trouve que c'est un grand chef-op. Et je tenais beaucoup à tourner à Grenoble, par exemple, qui est une ville qui a une vraie photogénie très particulière. C'est une ville qui est encerclée par les montagnes, qui est presque dans une boîte comme ça. Je trouvais que ça répondait à l'histoire de ses enfants. Et on a été très intéressés par ces tours, l'architecture de ces tours, qui est un peu comme une espèce de prison verticale. Voilà, ça nous évoquait ça. Donc on était assez heureux de tourner dans ces tours-là. Et puis avec cette idée, oui, d'ouverture. Petit à petit, le road movie s'empare du film et il y a une quête d'horizon. Parce que c'est cette démarche-là, en fait, la démarche du deuil ou de la tragédie. On est face, quelle que soit la tragédie d'ailleurs, on est face à quelque chose d'énorme, de monstrueux qui nous empêche de tout, d'avancer, de voir. Et puis, en fait, notre quête, quand on s'affronte à ça, c'est de dégager l'horizon, de retrouver l'horizon, de retrouver l'ouverture. Donc, c'est ce que font ces jeunes personnages. C'était important pour moi de finir. Le dernier plan est une vraie référence aux 400 coups de Truffaut. On y a pensé avec Noé, on a reproduit un travelling très long, comme Truffaut avait pu le faire dans les 400 coups. Et il y a cette idée qui est aussi dans les 400 coups, c'est-à-dire qu'il y a cet enfant qui est abîmé, qui en a reçu plein la gueule, pour parler trivialement, mais qui a tout l'horizon devant lui. Bon, et ben la fin de Just Kid est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a Jacques, il est physiquement marqué, la blessure intérieure qu'il ressent aussi intensément, il la porte sur le visage, et bizarrement, il peut mieux la voir. Et donc certes, il a la gueule cassée, mais il a l'horizon devant lui, il a toute la vie devant lui. Très souvent, les gens venaient me voir à la fin de la projection ou s'exprimer pendant le débat et je sentais que le film les avait percutés très fortement. Donc ça, c'était assez touchant pour moi. Un festival que j'ai fait en Italie, à Gifoni, qui est tourné vers les jeunes spectateurs. Et là, je mesurais le fait que le film leur parlait très fortement. Par exemple, c'est un débat où on n'a parlé que du fond du film. Qu'est-ce que raconte le film ? Quels sentiments évoque le film ? Et je sentais qu'il y avait une réception très forte. Donc j'étais très heureux de ça, vraiment. Ce que je peux dire, c'est que c'est un film que j'ai fait en pensant à la jeunesse. S'il y avait une adresse qui était portée vers la jeunesse et qui était très importante pour moi. Par exemple, pour moi, il était hors de question de faire ce film avec des techniciens qui ne soient que de ma génération. J'ai voulu fabriquer ce film et donner les clés du camion à la jeunesse. Et Noé Bach, c'est son premier long métrage. Ma première assistante aussi, la directrice de production aussi, la déco aussi, la décoratrice aussi. Il y avait quelque chose où je voulais que ça soit oui, le plus en prise directe avec la jeunesse. Alors je dis ça oui, parce que c'est très sincère, sans aucune démagogie. Ben oui, c'est incroyable de se dire que le film peut voyager voilà, aussi fortement tout autour de la planète. Je suis très très heureux de ça. Et c'est un peu comme si c'était en un seul festival, une multitude de festivals qui venaient s'agréger. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et de ma petite expérience de réalisateur, je sais quand même que les festivals, la rencontre avec des publics très différents est toujours surprenante et toujours enrichissante pour un réalisateur, où on découvre qu'il y a des ressentis, il y a des émotions, des thèmes qui sont universels et d'autres plus spécifiques, bien sûr. Mais donc pour moi, c'est une immense fierté et un immense plaisir.